Dans cet épisode de podcast, je reçois Marie Selfo et nous parlons ensemble de son parcours. On la surnomme même la femme aux 15 vies tellement elle a eu de choses qui se sont passées dans son parcours entre salariat, entrepreneuriat, aujourd'hui le développement d'une activité extrêmement rentable et riche de sens. Elle nous explique tous ceux qu'elle a traversés et les clés essentielles qui lui ont permis d'arriver là où elle en est aujourd'hui. Je te laisse avec cette interview. Belle écoute. Bienvenue sur le podcast La force est en toi, le podcast à destination de toutes les personnes prêtes à prendre le pouvoir de leur vie et déterminées à faire de leurs idées leur entreprise rêvée. On parle connaissance et amour de soi, organisation, réalisation de projets et entrepreneuriat. En solo ou avec un invité de qualité, je te partage les clés pour construire la vie qui t'inspire vraiment. Je suis Valentine Branks, coach pour entrepreneurs et entrepreneuses spécialisée en développement personnel et lancement de projets. Je t'accompagne vers l'épanouissement grâce à la connaissance et l'amour de toi, afin que tu aies toutes les clés en main pour développer l'entreprise de tes rêves. Bonjour Marie, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast La force est en toi, notamment pour ton parcours pro assez atypique et la posture que tu empruntes aussi aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Donc bienvenue à toi et merci Merci, d'être là. merci de me recevoir. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Marie Selfo, j'ai entendu qu'on te surnommait parfois comme la femme aux 15 vies. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus du coup sur ton parcours et d'où vient ce petit surnom qu'on pourrait te donner? Oui, écoute, avec grand plaisir. Alors parfois on dit que je suis un chat, effectivement, que j'ai eu plusieurs vies en une seule vie. J'ai eu un peu un parcours atypique. Moi, je viens du commerce à la base et donc durant ce long périple, j'ai un peu vacillé dans plusieurs postes. En fait, ce qui se passe, je pense, c'est que je me lasse très vite à partir du moment où j'ai atteint un certain objectif dans un endroit où suffisamment de compétences. C'est comme si à un moment donné, j'étais plus suffisamment nourrie intellectuellement et on va dire un petit peu durant tout mon parcours professionnel, j'ai un peu comme ça bougé de métiers complètement opposés à métiers complètement opposés. Pour te dire un petit peu un exemple très concret, et ça je crois que j'en ai jamais parlé, j'ai aussi travaillé dans des garages automobiles. Ok. Je m'étais pris la passion de me dire, ben ouais, tiens, ça c'est un endroit que j'ai jamais exploré. Alors principalement dans le pôle vente, hein, et je me suis dit, tiens, est-ce que je suis capable d'être dans la vente, dans le commerce, dans ce pôle-là, le pôle automobile. Donc voilà, il y a eu plusieurs endroits. J'ai été également juriste, j'ai été gendarme, j'ai été bras droit de dirigeants d'entreprise dans leur stratégie commerciale. Donc j'ai vraiment eu un petit peu tout. Et j'ai été, ça aussi, je crois que je ne l'ai jamais dit, j'ai une très longue expérience aussi dans chocolaterie, pâtisserie, boulangerie aussi, toujours dans le pôle vente, hein, où vraiment ça c'est quelque chose que j'ai adoré faire. J'ai arrêté quand j'ai eu Nathan parce que ça me demandait, ces postes-là me demandaient d'être disponible pendant les périodes de fête, pendant les jours fériés, tout ça. Mais c'est aussi une activité que j'ai adorée. La vente dans ce milieu-là m'a toujours beaucoup plu. Bon, les chocolats aussi, hein, je vais pas te le cacher. Mais donc voilà, ouais, il y a eu un parcours assez atypique, on va dire, professionnel, mais finalement, quand on regarde bien, avec toujours un même fil conducteur qui est finalement l'humain, la vente et la croissance, parce que dans tous les emplois que j'ai pu occuper, j'étais toujours à un poste clé où il y avait une dynamique de croissance, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le pôle vente, que ce soit dans le pôle expérience client, que ce soit dans le pôle développement. Il y a toujours eu en fil conducteur dans ces postes-là cette dynamique où mon poste demandait d'emmener de la croissance à certains endroits des entreprises. Donc oui, un parcours assez varié jusqu'à arriver il y a 2 ans aujourd'hui à la place où je suis. Donc j'accompagne vraiment les entrepreneurs dans le développement de leurs activités tout en étant dans l'équilibre de leur épanouissement personnel. Mais même là encore, j'ai pas commencé tout de suite sur le web. J'ai principalement accompagné les salariés dans les entreprises dans le cadre de l'amélioration de la qualité de vie au travail. Donc j'ai commencé en tant que sophrologue pure, où vraiment j'intervenais sur la dynamique bien-être, où on allait permettre aux gens de vivre un peu mieux les circonstances un petit peu économiques et mondiales quand on a traversé la pandémie. Voilà. Ok. C'est bien, on a même droit à des exclusivités, donc Voilà.
Ouais, mais c'est fou de voir que, comme tu dis, ça a été, on pourrait croire voilà qu'il y a aucun sens, mais il y a quand même dans tout ça un fil conducteur. Et est-ce que c'est lié justement peut-être à des études que toi t'as fait du coup dans la vente, dans le marketing, et du coup tu t'es lancé là-dedans petit à petit et tu as été de poste en poste comme ça? Alors, pour être complètement honnête, j'ai pas un niveau d'études incroyable et exceptionnel. Je pense que très tôt, j'ai été un peu, comment dire, un petit peu contre le système. À une certaine époque, j'ai été assez rebelle et j'ai pas terminé le lycée. À cette époque-là, j'avais des idées bien tranchées et à chaque fois qu'on voulait m'enfermer dans quelque chose, eh ben moi, j'avais tendance à aller contre. Donc, j'ai arrêté le lycée pour directement travailler. Donc, j'ai commencé, si je me souviens bien, j'ai quitté le lycée et j'ai été serveuse, je crois, au départ. Et je suis tout de suite rentrée dans le monde du travail. Et en travaillant dans le service, je travaillais dans un bar à l'époque. Mais je crois que ça aussi, j'en ai jamais parlé. On va dans la finesse de mon parcours, mais très tôt, j'ai adoré le contact humain, en fait. Je pense que à cette époque-là, j'avais pas une valeur, on va dire, nourriture intellectuelle et apprentissage très, très forte à ce moment-là. Et je pense que c'est vraiment la valeur humaine, la valeur du contact, de l'expérience, on va dire un peu du terrain qui m'a attirée. Et j'ai adoré cette expérience-là dans le milieu un peu du monde de la nuit où l'humain était au centre de tout, le contact. Et j'ai vraiment commencé de là, quoi. Et ensuite, petit à petit, ça a été une succession d'emplois où je me suis cherchée. Donc, il y a eu beaucoup de choses parce qu'à ce moment-là, j'avais pas clairement défini ce que je voulais faire. Je savais que je pouvais potentiellement tout faire. J'étais vraiment avec ce mindset-là à l'époque, c'est qu'à partir du moment où j'ai envie de faire quelque chose, peu importe la tâche, je sais que je pourrais la réussir. Et je pense que c'est cet état d'esprit de base qui a fait que quand je me présentais à un entretien pour un job, quel que soit le domaine, même sans aucune expérience, je pense que le fait d'avoir une détermination comme ça a été vraiment un plus pour moi. Je me souviens notamment quand j'ai postulé pour, je peux pas citer la boîte, mais pour le monde automobile, je suis arrivée et puis je sortais du monde de la nuit et le directeur me dit mais vous n'avez aucune expérience dans ce domaine-là. Il dit pour quelle raison en fait je devrais vous prendre avec nous. Et je me souviens ma phrase que j'adorais dire à cette époque-là, c'était écoutez, c'est pas compliqué, laissez-moi 15 jours. Prenez-moi 15 jours. Ne me payez pas pendant 15 jours. Et à l'issue des 15 jours, quand vous aurez vu ce que je peux accomplir chez vous et ce que je peux vous apporter, je peux vous garantir que vous me demanderez comment vous pouvez travailler avec moi. Effectivement, j'ai travaillé 15 jours, j'étais comme un poisson dans l'eau à vendre mes filtres à gasoil, à être là en train d'être dans ce monde-là assez masculin. Et je crois que j'ai toujours adoré le challenge et le dépassement de soi finalement. Pour être complètement honnête, j'en savais rien si j'allais si j'allais m'en sortir. Je pense que j'étais très sûre de moi avec une confiance qui dépassait même parfois même mes compétences à ce moment-là. Mais voilà, je pense que ça a pas mal contribué cet état d'esprit qui me sert encore très clairement aujourd'hui. Ouais, c'est ça, faut y aller au culot, quoi. C'est carrément ça. Il faut être un peu opportuniste à certains endroits et puis passer à l'action. Enfin, j'aime bien dire, on saute et le filet apparaîtra et c'est pas faux. Et c'est pas faux, même à plus petite échelle, à plein d'endroits, on peut remarquer que quand on met le premier coup de pédale finalement sur le vélo, on se rend compte que hop, ça engage une dynamique qui peut être intéressante parfois. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé aussi d'avoir des mauvaises surprises? De trop, justement, peut-être avoir trop d'excès de confiance, ou ça t'a toujours servi, peu importe enfin, peu importe l'opportunité, en fait? Je crois que c'est pour la gendarmerie. La gendarmerie, j'avais à l'époque 19 ans. Et c'était parti d'un délire avec un ami où on était au bar, on buvait un café, il revenait, il était en paire, mais il racontait un petit peu son expérience à l'école de gendarme. Et je lui disais, allez, c'est bon, rajoute-en pas, c'est quand même pas non plus la fin du monde, tu es en train de raconter le truc comme si tu étais en train de mener une guerre alors que tu es qu'en école de gendarme. Et il m'avait dit, oui, mais toi, tu fais ta maline et je suis sûre que tu tiendrais pas. Et c'est parti d'un truc de gamin, quoi. C'est OK, je vais passer le concours et je vais aller en école. Et puis, je vais te montrer que moi, je peux y arriver et que je vais pas me plaindre. Je suis partie dans ce truc-là. Et je pense qu'effectivement, quand je suis arrivée en gendarmerie, en école de gendarmerie, ouais, là, très clairement, moi, je suis arrivée assez effrontée. Enfin, j'avais 18 ans, donc moi, je voyais le monde devant moi. J'étais sûre de moi à 3000%. Et ils m'ont bien cassé en deux à cette époque-là. Ils m'ont bien remis à ma place, dans le sens où, voilà, là, il y
là, pour le coup, il y avait des règles. Là, pour le coup, on faisait pas ce qu'on voulait. Là, pour le coup, il suffisait pas de taper du pied et dire, bah non, moi, je veux que ce soit autrement. Et je pense qu'à ce moment-là, ça m'a permis de prendre une certaine sagesse, je dirais, ou du moins d'intégrer la discipline et le cadre, non pas comme quelque chose de péjoratif et qui pouvait être contre mes propres valeurs, mais plutôt comme quelque chose qui pouvait soulever de manière encore plus grande mes valeurs. Et c'est vraiment là que je pense que j'ai connecté avec ma valeur discipline, engagement et structure intérieure, on va dire, où finalement, comment j'évolue pas seulement en marge, un peu comme un électron libre, mais comment en fait toutes mes compétences et qui je suis peuvent parfaitement rentrer dans un système. Bon, moi, la gendarmerie, je veux dire, j'ai beaucoup dans ma famille de personnes qui sont ou gendarmes ou policiers, donc j'évolue et je suis née aussi dans cet environnement-là. Mais ouais, sur ce coup-là, ça m'a bien remis à ma place et ça a été très, très dur au passage, mais encore aujourd'hui, tu vois, même plusieurs années après, je me rends compte à quel point ça a été la plus belle expérience pour moi parce que c'est l'expérience qui m'a fait remettre en question, en fait, par rapport à mes certitudes, par rapport à ce que moi, je croyais. Et je pense qu'à un moment donné, quand on a cet excès de confiance à certains endroits, ça peut être très bon à certains endroits, mais ça peut être déplacé à d'autres. Parce que moi, mon excès de confiance m'emmenait à être trop sûre de moi, en fait, et à pas prendre en compte, finalement, à certains endroits, l'environnement. Donc, ça a été compliqué. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Je me souviens que j'appelais mon frère les soirs et qu'il me disait, et que je lui disais, mais je veux rentrer, ils sont complètement fous, ils nous font lever toute la nuit, on dort plus, c'est de la maltraitance. Et mon frère me disait, mais t'inquiète, c'est le temps, c'est au début, ils font du tri. Et effectivement, chaque jour, 10 personnes, 20 personnes quittaient l'école et il me disait, bah, attends, à partir du moment où il y aura plus personne qui quittera l'école, le commandement va s'alléger, va s'adoucir un petit peu. Mais ouais, j'ai passé des soirées noires en me disant, non, mais moi, je veux juste, en fait, rentrer chez moi, je veux juste rentrer à la maison, je veux plus tout ça, quoi. Et puis, ben, j'ai tenu et la suite a continué. Mais ouais, ce moment-là a été, je pense, un des moments le plus challengeants. Bah merci pour ce partage déjà parce que c'est vrai qu'on parle souvent de voilà comment développer la confiance en soi et tout ça, mais on parle pas qu'est-ce qui se passe en fait quand on en a trop, que ça peut aussi parfois nous desservir. Mais au final, c'est toujours un apprentissage. Ce qui est beau aussi, c'est de voir bah voilà dans tout ça quand même la force de l'entourage, tu vois, d'avoir ton frère, un soutien à qui parler, qui t'a aussi fait tenir. Bah, ça fait qu'aujourd'hui, tu en es là aussi. Et c'est beau aussi de voir qu'il y a toujours d'autres humains qui contribuent à notre parcours et à notre évolution, quoi. Exactement. Et tu vois, si j'en retiens un petit peu dans cette expérience-là, qui a été une des plus challengeantes, hein, honnêtement, je voulais rentrer tous les soirs. Je me souviens qu'à cette époque-là, je revois l'image, hein, tu vois, j'avais mon téléphone à clapet à cette époque-là et c'était vraiment dur psychologiquement, même physiquement, parce que moi, j'ai jamais été une grande sportive. Quand il fallait aller faire des espèces de marathons de la guerre dans le bois, mais moi, j'étais au bout de ma vie, quoi. J'avais aucune endurance, j'ai rien de tout ça. Au bout de 300 mètres, moi, je voulais plus courir. J'étais vraiment au bout de ma vie. Et ce que je me rends compte, c'est que je pense que c'est vraiment l'expérience même, la gendarmerie, qui m'a fait expérimenter à quel point justement la confiance en soi était un levier incroyable pour atteindre des choses juste exponentielles dans notre vie, mais que c'est pas tant l'excès de confiance qui est problématique, c'est quand la confiance emmène des certitudes où tu remets plus les choses en question, où tu viens plus en fait apprendre des gens qui potentiellement ont déjà fait un chemin plus avancé que toi. Et moi, je suis vraiment arrivée comme ça, confiante et madame, je sais tout en fait. Et je sais, j'ai déjà accompli ça. Et ça m'a appris ça en fait. Ça m'a appris, moi je dis souvent que la gendarmerie à un endroit m'a brisé la part de moi qui était en train de prendre et de dévorer toutes les autres parts de moi en fait. Donc ça m'a vraiment permis de rééquilibrer à cet endroit et d'avoir cette confiance. Mais tu sais, c'est un peu ce qu'on appelle cette force intérieure calme. Pas celle qui est déplacée, pas celle qui est en mode bourrin, pas celle qui avance sans même lever la tête, mais celle au contraire qui avance et qui est capable en fait de prendre les enseignements, l'expérience des personnes qui nous entourent. Et le fait d'avoir été à cet endroit-là vraiment challengé physiquement, psychologiquement, et de voir en fait a posteriori à quel point ça m'avait servi tant personnellement que professionnellement, tant sur le fait que c'est trop pour moi, je suis pas capable, je suis pas assez, c'est pas mon, enfin, je peux pas y arriver, et de voir qu'après une expérience comme ça, en tenant, en continuant d'avoir confiance, en n'abandonnant pas, ça constitue ensuite un point juste essentiel et capital dans mon parcours de vie et mon parcours professionnel. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, à quel point les challenges, ils sont aussi importants
que les moments où on est soutenu et les moments où tout se passe bien, en fait. Et je pense que ça, plus que jamais aujourd'hui, parce que même 20 ans plus tard, la gendarmerie est toujours le point que je nomme tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est dans ce moment-là que j'ai compris l'importance des challenges, non pas pour expérimenter la douleur ou la souffrance, mais pour expérimenter en fait cette capacité du dépassement de soi, non pas par rapport à l'extérieur, mais par rapport juste à soi en fait. À quel point on a beaucoup plus de ressources qu'on imagine, à quel point on a accès à certains potentiels dont on n'a même pas connaissance lorsqu'on est challengé en fait. Ce sont des ressources auxquelles on ne peut pas avoir accès quand tout va bien. On ne peut pas toucher le cœur de sa foi quand on n'est pas finalement exposé à des difficultés. On ne peut pas aller être connecté à cette confiance inébranlable à l'égard de nos rêves quand c'est le moment le plus difficile de les atteindre, parce que c'est là, à ce moment-là, qu'on se rend compte que putain, ça ne peut pas être autrement en fait. Donc c'est là qu'on vient finalement se rendre compte de beaucoup de choses en fait à propos de soi. Ouais, c'est très beau ce que tu dis, merci. Et du coup, après ce passage en gendarmerie, c'est là que tu te diriges plus vers le marketing, la vente en entreprise et tout ça, comme tu as expliqué. Alors, après la gendarmerie, il y a eu un épisode, j'en ai déjà parlé à certains endroits, mais moi, je suis sicilienne à la base et je crois que j'ai toujours eu le rêve, j'ai toujours poursuivi l'idéologie qu'un jour, je me marierais avec un Italien, que je vivrais en Italie. Donc ça, c'était moi, Marie à 18 ans, qui avait... Et je m'étais dit, ouais, non, moi, je finirai comme ça, je veux vivre en Sicile, je veux me marier avec un Italien. Et je suis partie en vacances à ce moment-là, en Sicile, et j'ai rencontré quelqu'un. Et je me suis dit, mais l'univers m'offre l'homme de ma vie, mon destin va s'accomplir ici. Et j'ai quitté la gendarmerie. Je me souviens, j'étais à Lyon à cette époque-là, et je suis rentrée, j'ai dit à mon commandant, je quitte la gendarmerie. Et je vais vivre ma vie de femme mariée avec un Italien. J'ai tout laissé. C'est-à-dire que j'ai fait une porte ouverte à l'époque dans mon appart à Lyon, où les gens sont venus prendre tout ce qu'ils avaient à prendre. Et je suis partie en sac à dos, en bus, 40 heures de bus pour aller en Sicile. Et je suis partie rejoindre mon adoré et l'homme de ma vie à cette époque-là. Des illusions, hein. Je suis en France. Voilà, pas de surprise. Ce n'était qu'une lubie de jeune fille de 19 ans, mais du coup, j'ai quand même vécu pendant un an et demi en Sicile. Et à l'époque, mon conjoint de l'époque avait son entreprise. Et je pense que c'est là déjà que j'ai été au contact d'une certaine liberté, de ce que pouvait procurer comme liberté le fait d'être à son compte. J'ai vraiment été au contact à cet endroit-là, à la vente. En rapport avec la vente, en rapport avec la psychologie d'achat, parce qu'on avait une entreprise à ce moment-là à faire tourner. Et c'est vraiment là, en fait, que j'ai pris le goût de « waouh, on peut faire des trucs de fou et on peut travailler autrement qu'en étant salarié dans un job bien calé. On peut avoir plus différemment. » Et c'est vraiment là qu'en fait, je me suis rendu compte que, OK, il y a un truc assez sympa à faire et en plus qui m'éclate et en plus, j'adore ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, quand je suis revenue en France, naturellement, c'est vers ce domaine-là que j'ai été appelée dans le commerce, en fait. Ok. Et après, du coup, moi, ça me pose question de dire, bon, tu étais dans un milieu quand même fort yang, fort, voilà, la gendarmerie, la vente, ça reste quand même assez carré, on va dire. Ouais. Et puis après, tu passes tout d'un coup à la sophrologie. Comment est-ce que ça apparaît dans ta vie et que tu décides de prendre ce tournant-là? Alors, je pense qu'à une certaine époque, les parts de moi s'exprimaient tour à tour. Les parts fortes, les parts sensibles. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai rééquilibré ça, c'est-à-dire que maintenant, toutes les parts de moi, on est toutes ensemble et on avance. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais d'une part à une autre part à une autre part. Et je pense que qu'est-ce qui m'a fait me remettre vraiment au contact et m'emmener vraiment sur cette dimension humaine, subtile et de thématiques du bien-être aussi, c'est parce que dans un des métiers, le dernier métier que j'ai occupé, notamment dans les assurances, où j'étais référente d'agence et responsable bancaire, où j'étais vraiment sur les stratégies de communication, l'expérience client, je me suis rendu compte que en servant les dirigeants, pour la croissance de leurs entreprises, moi, j'étais entre les dirigeants et les salariés. Donc, j'avais ce truc où je devais emmener les équipes à faire du chiffre, tout en mettant en place des stratégies qui soient différentes des autres qu'il y avait actuellement sur le marché, tout en respectant la dimension humaine. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais à un endroit où je devais vraiment pousser les salariés et en étant en contact avec eux, je me suis rendu compte de la souffrance qu'il pouvait y avoir à ces endroits-là. Je m'en suis rendu compte d'abord chez les autres et je m'en suis rendu compte chez les autres parce qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas le voir
pour moi-même, en fait. Je travaillais 50 heures semaine. Pour moi, le dimanche était le même jour qu'un mercredi parce qu'il n'y avait plus aucune limite. Et je suis vraiment rentrée dans une dynamique où il n'y avait plus de limite, en fait, où c'était toujours plus de travail. Alors, plus de travail, j'avais plus de bénéfices, j'avais plus d'avantages, j'avais plus de salaire à chaque fois. Donc, j'étais tirée de ce côté à l'époque, mère célibataire, où c'est cool parce que j'ai quand même besoin de cet argent et je suis toute seule et ça me permet plein de choses. Et puis, d'un autre côté, j'avais vraiment l'impression de ne plus avoir de vie, en fait, que je ne vivais plus, que je contribuais effectivement à des choses incroyables puisque j'avais accompli des choses assez exceptionnelles dans cet emploi-là, mais j'étais morte en fait, j'étais en train de mourir de l'intérieur et je voyais les gens dans la souffrance et je me voyais moi au contact de ma souffrance et je me suis dit, en fait, il y a un truc qui ne va pas. Et j'en parle souvent parce que c'est mon pays de cœur, mais c'est un voyage en Thaïlande qui m'a fait rendre compte en fait que putain, on n'est pas juste ça en fait. On n'est pas juste venu s'incarner ici juste pour ça. Et j'ai été au contact d'une dimension qui était beaucoup plus grande et j'ai expérimenté vraiment ce truc de waouh, rien que le fait d'être là et de ressentir la vie, ça fait un truc incroyable pour soi. Et c'est tellement plus nourrissant que tellement d'autres choses. Et quand je suis revenue, je me suis dit, OK, comment je fais? Qu'est-ce que je peux faire déjà pour prendre soin de moi? Parce que là, ça va pas du tout. Je suis en train de faire une dépression. Je suis en train de m'oublier. Je suis en train de m'épuiser. Et je suis pas heureuse. Clairement, je suis pas heureuse. Je suis pas bien. Je suis pas heureuse. J'ai commencé à avoir mes troubles alimentaires parce que j'ai eu des troubles alimentaires plus jeunes qui se sont amplifiés à cette époque-là. Et donc, la première chose, ça a été de m'extraire de cet environnement-là et de me dire, OK, maintenant, je fais quoi? Parce qu'avec mes compétences, je peux retrouver un job, mais forcément, il y a de fortes chances que je retombe dans ce système-là ou qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et je me suis dit, j'ai servi les dirigeants, j'ai servi la stratégie, j'ai servi les grandes entreprises. Maintenant, je veux servir les salariés. Et tout a commencé comme ça. Je me suis dit, quelle est la méthode aujourd'hui qui peut entrer facilement dans une grande entreprise, dans les industries, pour permettre aux salariés d'expérimenter les choses différemment. Et donc, je me suis formée à la sophrologie. Et j'ai commencé, ça a été très vite pour moi et ça a matché tout de suite. J'ai fini la sophrologie et tout de suite, je suis rentrée dans une très, très grande entreprise où on avait mis tout un parcours justement pour l'amélioration de la qualité de vie au travail des salariés. Donc, c'est vraiment ça, ce contact avec ma propre souffrance et mon propre épuisement qui m'a donné envie d'aller en fait maintenant servir les employés. Pourquoi? Parce que des employés qui vont bien, c'est des employés qui travaillent mieux. Des employés qui se sentent motivés, inspirés, c'est des employés qui apportent plus de résultats. Et je me suis dit, on peut emmener la performance, mais on peut l'emmener différemment. On n'est pas obligé de l'emmener dans la force et la souffrance. On peut l'emmener à travers l'inspiration et la réalisation de soi. De manière très évidente, on voit que c'est ce que je fais aujourd'hui avec les entrepreneurs. C'est oui, on va chercher plus, oui, on va mettre la performance, mais pas au détriment de finalement notre bien-être, notre inspiration, et qu'on peut le faire autrement. On peut vraiment le faire autrement pour l'avoir expérimenté à d'autres endroits, en fait. Et qu'est-ce qui a fait que tu décides de te lancer à ton propre compte, du coup, et de t'adresser après aux entrepreneurs? Quand j'ai travaillé dans cette industrie, justement, alors où j'avais décroché quand même un gros contrat, c'est-à-dire que dans ce gros contrat-là, il y avait du groupe, il y avait de l'individuel, ce qui est extrêmement rare. Tous les sophrologues qui nous écoutent savent très bien que quand on démarre des entreprises, en principe, on n'a pas beaucoup de créneaux. Moi, pour le coup, j'ai eu carte blanche. C'est-à-dire qu'on m'a donné la possibilité d'établir un vrai parcours pour les salariés qui soit efficient pour eux et cette entreprise avait un vrai intérêt pour les salariés. Et donc, je me suis vue proposer donc des espaces de groupe, des espaces individuels et des espaces en distanciel, puisqu'à ce moment-là, il y avait la pandémie, le réajustement des horaires du travail. Et en fait, ce que je me suis très vite rendu compte, c'est que, et j'oublierai jamais, j'étais dans cette salle où il y avait une dizaine, quinzaine c'était surtout avec les dirigeants à ce moment-là, les responsables. Et je me suis rendu compte que il y avait des gens qui étaient là, mais qui n'avaient pas spécialement envie d'être là. C'était parce qu'à un moment donné, leur travail les épuisait et que ça, c'était juste l'opportunité d'être ailleurs. Donc, ils n'étaient pas là par envie, ils étaient là par la deuxième possibilité qui est la moins chiante par rapport à aller sur le lieu de poste, en fait. Et puis, à côté de ça, d'autres personnes aussi qui voyaient ça comme l'opportunité d'échapper à quelques heures de travail. Donc, j'ai vraiment senti qu'il n'y avait pas cette collaboration. Et moi, je suis hyper énergétique, hyper engagée et je me suis rendu compte que alors, c'était pas la majorité, évidemment, je grossis le trait, mais il y avait quand même une grande partie qui était là par défaut et non pas parce qu'ils avaient envie d'être là. Et je me suis dit, putain, il me manque un truc. Et à ce moment-là, je démarre mon auto-entreprise. C'est le premier contrat que j'ai. À l'époque, ce contrat me rapporte, le devis était pricé à 4 000 et quelques. Donc, je démarre mon entreprise.
un contrat à 4 000, on ne le lâche pas. Et là, je me dis, OK, tu as 4 000, c'est plus confortable que ce que tu avais dans le salariat, mais pour autant, on revient pareil en fait. Tu te retrouves à devoir faire des séances, mais tu n'es pas inspiré parce que les gens ne sont pas inspirés. Tu ne peux pas co-créer avec eux. Et je me dis, mais c'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Là, je me retrouve face à un choix. Qu'est-ce que je choisis? On retombe dans le confort, on retombe dans le truc faire pour faire, ou est-ce que vraiment je vais au bout de mon délire et je veux m'éclater avec des gens? Et à ce moment-là, je rencontre des entrepreneurs, des sophrologues comme moi, qui me disent, en fait, viennent chercher ressources auprès de moi pour tout ce qui est communication, capacité à s'exprimer et surtout comment emmener dans leur communication pour se vendre l'expression et l'essence même de leur projet. Comment faire comprendre aux gens à quel point leur passion pouvait changer la vie de leurs clients, quoi. Et j'ai adoré faire ça. Et je me suis rendu compte que j'utilisais mon outil, la sophrologie, avec des sophrologues et qu'en même temps, je les aidais à quoi finalement? À être en capacité de pouvoir être pleinement dans l'expression d'eux-mêmes pour aller mettre dans la matière leur communication et que ce soit le reflet de ce qu'ils ont à apporter en fait. Et j'ai adoré ça et je me suis dit, mais je veux plus de ça. Je veux plus de gens qui me disent, mais Marie, j'ai envie, je suis ouvert, je suis prêt, parce que je me suis rendu compte que les résultats étaient exponentiels. Quelqu'un qui n'a pas envie, ça va être bien, mais voilà sans plus. Et je me suis dit, ma part de moi qui est très stratégique, je me suis dit, OK, est-ce que c'est mieux pour toi d'avoir des clients qui représentent le travail que tu fais, avec des belles réussites, des beaux souffles d'inspiration? Est-ce que tu veux que les gens puissent associer ton entreprise à ce type de réussite, de réalisation? Ou est-ce que, ça va mieux, c'était bien, mais bon, parce que finalement, nos clients sont aussi l'image de nos entreprises. Donc, les personnes avec qui on travaille nous représentent aussi quelque part. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je bascule. Et ça ne s'est pas fait intentionnellement, et c'est là que le monde un peu subtil rentre. L'univers conspire à ma réussite, j'ai envie de dire. À ce moment-là, je publiais des citations sur Instagram. Moi, j'ai 37 ans, donc les réseaux sociaux, ce n'était pas mon pôle de jeu, en fait. Et puis, vu qu'il y a eu le Covid à ce moment-là, j'ai commencé à offrir des séances sur Instagram de sophrologie pour m'entraîner en visio, pour pouvoir le proposer ensuite à des personnes de ma commune, mais en visio. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est des entrepreneurs du web qui sont arrivés à moi et c'est des gens qui m'ont demandé, après ces rendez-vous complètement offerts, de dire, attends, moi j'ai envie de travailler avec toi. Et moi, j'avais rien. J'étais un compte d'inspiration avec juste des citations. Et à ce moment-là, une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et là, je me suis dit, attends, c'est le moment ou jamais. Tu as déjà de la clientèle alors que tu n'as rien fait dessus. Pourquoi pas se mettre focus là-dessus? Et ça a pris tout de suite. J'adore ce que tu racontes parce que ça met en perspective plein d'éléments auxquels on n'a pas forcément conscience aussi quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Et le fait de choisir aussi les clients qui vont être le reflet de la passion que toi tu mets dans ton travail, que c'est un pilier essentiel. Tu fais pas juste ça pour faire de l'argent, quoi. Il y a tout un sens derrière. Tu disais sur une de tes publications que j'étais venue te parler après ça, que justement, quand tu es rentré aussi dans ce milieu de l'entrepreneuriat, tu avais l'impression que c'était trop comme ça ou pas assez comme ça. Stratégie, mais en même temps spirituelle. Donc, où est-ce qu'il fallait se caser? Et en fait, on se rend compte que peu importe en fait le métier qu'on fait, il y aura toujours des cases et des étiquettes. Comment, peut-être toi, tu l'as fait ou un conseil que tu aurais à donner pour réussir à continuer d'être soi et entretenir cette flamme qui nous a fait qu'on se lance dans l'entrepreneuriat sans justement se retrouver de nouveau bridé en fait par l'extérieur qui nous dit non, il fallait faire plus comme ça ou plus comme ça. C'est super intéressant ce que tu dis et c'est vraiment une thématique qui me tient énormément à cœur parce que moi, je suis arrivée un petit peu... Moi, j'étais nue de tout ce monde sur Instagram. Donc, je pense que ça a contribué aussi à ce que ça aille très vite parce que j'étais absolument pas conditionnée par les codes des coachs business Insta ou du réel ou du machin. Moi, je suis arrivée à l'arrache, j'ai fait mon truc et je l'ai vraiment fait sans réfléchir, j'ai envie de dire, parce que j'avais pas de règles inconscientes qui m'avaient été imposées parce que ce qu'aujourd'hui, même encore aujourd'hui, qui est difficile, parce qu'on voit des romances, on voit des machins, ma force au départ, ça a été ça. Mais comme je suis rentrée dans ce monde-là, forcément, il y a un moment où tu prends tout le monde, tout l'univers des réseaux sociaux. Donc, j'ai commencé moi aussi à regarder ce qui se passait et puis à vouloir aussi, moi, comprendre ces codes-là et puis évoluer à travers ça. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, et c'est ça le premier choc que j'ai eu, c'est que, putain, on est dans un monde. Quand je dis un monde, je parle du monde Instagram, des réseaux sociaux. Je l'appelle mon univers, mon autre monde. Et je me suis dit, waouh, on est dans un monde avec des gens qui sont là pour aider d'autres personnes, quelles qu'elles soient entrepreneurs ou pas,
à lâcher les statu quo, les conditionnements pour s'exprimer vraiment dans leur unicité, être mieux, s'écouter, révéler son potentiel. Et en fait, limite, ce monde-là est parfois pire que le monde de la matière, parce qu'on se rend compte qu'il faut que tu aies une étiquette, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ceci. Et en fait, j'ai fait un rejet, moi, de ça, où je me suis dit, je ne comprends pas, quoi. Et d'un côté, il y a tellement ce truc qui te dit, ouais, mais si tu fais à ta manière et que tu n'écoutes pas, tu n'es pas coachable et machin, et il faut que tu rentres dans une case, sinon tu n'y arriveras pas, parce que c'est super agressif le marketing chez nous dans certains endroits. Hein. Je me suis dit, Marie, mets-y du tien, ne refais pas ta tête un peu de cochon, là, où tu pars en mode révolutionnaire et va voir ce que les autres plus avancés que toi proposent. Et en fait, ça a été d'une maltraitance extrême parce que, bien sûr que moi, à ce moment-là, quand j'ai démarré, je me suis identifiée à des gens qui avaient un parcours plus évolué que je voulais, une réussite que je voulais atteindre. Et en fait, je me suis perdue là-dedans. Je me suis complètement perdue là-dedans, tour à tour dans des mondes très yang, parce que j'ai ça en moi, je porte ça en moi et je crois en ça, c'est ma part business, on va dire, croissance, performance, résultat, argent, tu vois, ce truc-là, dynamique d'évolution. Et puis en même temps, il y avait ma part pleine, qui était redevenue pleine mais pas au détriment de ma santé, pas au détriment de mes valeurs, pas au détriment de ma joie, en fait, parce que j'avais reconnecté à ma joie après avoir tellement souffert de tristesse et de souffrance par le passé. Et je me suis dit, mais je ne veux pas la perdre, celle-là. J'ai été d'un côté et puis de l'autre. Et j'ai eu le début de parcours que j'ai beaucoup partagé. Hein. Depuis 2 ans, j'en parle très régulièrement. Ça a été très, très dur. Ça a été très maltraitant. Je me suis beaucoup perdue. Ça m'a beaucoup fait souffrir aussi parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et j'étais dans ce truc où j'avais l'impression c'était soit tu réussis, soit tais-toi. Et là, ça ne me plaisait pas. Ça ne me plaisait absolument pas, cette équation. En fait, il manquait une pièce. Je me suis dit, écoute, non. J'ai rejoint énormément d'univers, je me suis énormément formée. J'ai quand même 15 ans d'expérience dans le métier. Je me suis dit, je pense que je peux emmener quelque chose d'autre. Et je me suis dit, je vais d'abord me l'emmener pour moi. Je vais d'abord me l'emmener pour moi. Donc, j'ai vraiment appliqué ce en quoi je croyais. C'est-à-dire que ce n'est pas l'algorithme uniquement qui définit notre réussite. C'est pas l'endroit où on va se positionner, c'est qui on va être dans notre message, la congruence qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on va incarner et dans quel degré on va l'incarner. Donc, si on regarde toute ma stratégie et encore maintenant, je n'ai pas de calendrier éditorial. J'ai pas de stratégie où tel jour je vais parler de ça, tel jour je vais parler de ça. Il n'y a aucune stratégie de manipulation. Il n'y a aucune stratégie d'acquisition agressive. Mes clientes le disent. J'oublie même moi-même de relancer et d'envoyer les devis. Pour dire à quel point il y a un autre endroit tellement plus écologique pour nous. Et je l'ai fait pour moi. Et aujourd'hui, c'est ce centre que j'ai suivi, non sans mal, non sans me sentir très, très seule, parce que j'avais personne qui me guidait là-dedans, personne qui me disait « Continue, Marie ». On me disait juste « Ou t'es pas clair, ou t'es trop yang, et t'es trop dans le mental ». J'ai suivi ça pour moi et c'est ce qui m'a permis très clairement aujourd'hui, et c'est ce qui est à l'origine du chiffre d'affaires que j'ai pu développer, 400 000 € en moins de 2 ans. Je pense que c'est important de le dire parce que la plupart n'arrivent pas à faire ça. Déjà, moi, les 100 000 € je les avais passés ma première année. Je fais partie déjà des 0,0% des entrepreneurs qui le font la première année. Et puis, il y a aussi la constante évolution et croissance. En fait, il n'y a pas de régression. C'est-à-dire qu'on voit qu'effectivement, on est sur quelque chose qui est viable. Pourquoi ? Parce qu'on est en croissance perpétuelle et on n'est pas en un coup de cash, en fait, un coup d'action. Donc, la part de moi très businesswoman, on va dire, il y a des métriques qui me permettent, en fait, de voir qu'à cet endroit-là, là au centre, dans l'équilibre de la conscience et non pas le rejet de la stratégie, et la stratégie qui est juste et bonne pour nous, calibrée sur nous, inspirée par nous, ça fonctionne au centre. On y gagne en légèreté, en inspiration, en bien-être, et puis on y gagne en résultats tangibles, parce qu'aujourd'hui, mon entreprise est aussi, si j'en parle, c'est parce que je veux montrer que l'équilibre-là est complètement possible. Ça n'a pas été sans mal, parce que j'ai pas eu de point de référence auquel me rattacher. J'ai pas eu d'environnement pour être soutenue là-dedans. Fort heureusement, j'ai eu des clientes incroyables. En fait, moi, c'est pas quelqu'un au-dessus qui m'a guidée, qui m'a tirée vers le haut. C'est mes clientes qui m'ont, par leur retour, par leur expérience, qui m'ont montré qu'en fait, ce qu'elles vivaient était suffisamment grand pour me permettre de me connecter à oui, ce que je fais, on est au bon endroit. Donc, c'est gratitude à mes clientes et encore aujourd'hui qui me soutiennent aussi et qui me montrent que
elles ont besoin aussi peut-être à certains endroits qu'il y ait quelqu'un qui passe devant et qu'elles sont heureuses en fait que moi je passe devant emmener ce discours-là et d'autant plus aujourd'hui où j'ai plus de visibilité. Donc c'est un peu mon drapeau d'utiliser cette visibilité-là pour réaffirmer ce message-là qu'on peut le faire sans se tuer à la tâche et qu'on peut le faire aussi en respectant cette écologie, nos énergies et en co-créant tant avec la stratégie qu'avec des lois immuables comme les lois de l'univers, les lois de la vie. On est sur Terre, on appartient à quelque chose de plus grand et je pense qu'il faudrait être stupide d'une certaine manière pour croire qu'il n'y a pas quelque chose, quel qu'il soit. Je suis pas là pour emmener des gens dans une religion, mais juste quelque chose de plus grand que nous en fait, qui nous soutient, qui nous aime et qui nous veut du bien en fait. Et comment est-ce que tu manifestes, je ne sais pas si c'est le mot, mais tu vois, toute cette part stratégie, on peut facilement se l'imaginer, tu vois, peut-être analyser certaines choses, voir qu'il faut faire A avant de faire B, etc. Mais toute la part justement de conscience, de relation à plus grand que soi, comment est-ce que toi tu le pratiques, si on peut dire ça comme ça, dans ton quotidien, peut-être par des éléments, j'en sais rien, moi je pense à l'écriture, des pierres, des choses comme ça. Est-ce que c'est avec ce genre de choses que tu travailles? Comment ça se manifeste dans le concret, on va dire? Alors, dans le concret, en tant que sophrologue de base et puis en tant que coach aussi, on va dire, en PNL, donc moi j'ai tout le parcours de PNL, évidemment, la respiration est quelque chose qui fait partie intégrante. Je veux dire, au-delà même d'un entrepreneur, je pense qu'on devrait tous être conscients qu'on vit quand même grâce à cette respiration. Donc, il y a vraiment cette conscience de qui je suis en tant qu'humaine corporellement, donc ma respiration, tout ce qui fait partie de moi, en fait, donc cette capacité à me connecter à mon corps aussi. Et puis, comment quotidiennement je m'y connecte. Au début, j'ai eu besoin de beaucoup de choses extérieures, ce qui n'est pas péjoratif, j'ai eu besoin de support en fait. Donc j'ai beaucoup utilisé les pierres, j'ai beaucoup utilisé les oracles, j'ai beaucoup utilisé, on va dire, plein de petites choses qui me permettaient d'être des ancres en fait, pour pouvoir me connecter et me ramener à ma part beaucoup plus spirituelle et connectée. Donc j'avais beaucoup de support, j'avais besoin de tout ça. Je portais beaucoup de pierres, beaucoup de bracelets, parce que c'était mon moyen de m'y connecter. À mesure de ma pratique, parce que moi, j'ai vraiment vu les bénéfices et à quel point c'était bénéfique pour moi d'entrer en connexion avec mon intériorité. Petit à petit, la confiance et ma capacité, en fait, à m'y connecter beaucoup plus rapidement, juste en fermant les yeux, en fait, ou juste en disant cette phrase que je dis tout le temps, c'est en fermant les yeux sur le monde qui nous entoure qu'on ouvre le regard plus grand sur soi-même. Cette simple phrase me permet de faire un switch, en fait, de ce que je suis en train de vivre dans la matière, hop, je tombe à l'intérieur de moi. Ça a été un apprentissage comme toute pratique, comme n'importe quelle autre pratique ou n'importe quel apprentissage. Donc aujourd'hui, j'ai plus besoin, on va dire, de tout ça. Maintenant, je suis plus dans la dynamique, j'aime avoir tout ça, mais ce n'est plus nécessaire en fait pour me connecter. Donc aujourd'hui, je dirais qu'au point où j'en suis, le simple fait en fait de juste fermer les yeux me permet en fait, hop, de rentrer, de me connecter à ma respiration et puis d'avoir vraiment ce truc quotidien qui, ça ne part jamais, c'est je commence ma journée en me connectant à ma pensée créatrice, ce que je veux créer, en fait, avec ce degré d'intentionnalité. Parce que pour moi, la spiritualité et la connexion à plus grand que nous, c'est ni plus ni moins que reprendre son intentionnalité. Il n'y a rien de perché ou de farfelu, c'est je reprends mon intentionnalité, je viens me diriger dans ma responsabilité d'humaine à travers la co-création de ma vie avec moi et la vie et moi. Si des personnes nous écoutent et qu'ils n'ont pas cet apprentissage-là, ça peut être bien de commencer peut-être avec des pierres. Ça permet de tout simplement se connecter aussi à une énergie pour pouvoir amplifier la sienne. Les oracles sont parfaits puisque c'est des moments, en fait, c'est tous des accessoires qui vont nous permettre, en fait, de visualiser le moment qu'on prend pour soi. Quand on se pose avec les oracles, c'est un moment qu'on prend pour soi. Quand on se pose avec nos pierres, qu'on les purifie, qu'on en prend soin, moi je les regardais beaucoup, je les aimais, c'est tous mes petits gris-gris que j'appelle aujourd'hui, mais c'est ni plus ni moins que des choses qui vont nous permettre, des accessoires qui vont nous permettre, hop, d'acter qu'on prend à ce moment-là un moment pour soi, pour se reconnecter à soi. Mais aujourd'hui, effectivement, ça fait partie de ma vie au quotidien parce que je crois profondément que mes pensées créent ma réalité aussi. Donc, par conséquent, dès que je me lève le matin, je choisis mes pensées. Sinon, ce ne serait pas congruent de ne pas faire en ce sens. Oui, j'aime beaucoup le fait que tu dises que, par exemple, les pierres et les oracles, ce soit un accessoire, un support, et pas une fin en soi. Parce que je pense que, aussi avec toute cette mode un peu du dev perso qui a émergé avec le Covid et tout ça, on pourrait croire très facilement que, vas-y, achète un oracle et ça va dire ce que tu dois faire demain, par exemple. Mais j'aime bien la manière dont tu l'abordes, de dire qu'en fait, c'est
juste un moment qui nous permet de se reconnecter à nous. Ça définit juste que là, en fait, on est en train de prendre soin de nous, en fait. Mais c'est pas une fin en soi, un moment qui va nous dire, oui, voilà, c'est ça ton chemin, vas-y. C'est plutôt un support qui nous permet de nous connecter à nous, du coup, par conséquent, un plus grand aussi. Et merci de l'aborder de cette manière parce que je pense qu'on n'en parle pas assez non plus. Je pense que comme on est quand même on est dans une ère où le mental est très présent parce qu'il y a des circonstances économiques qui sont challengeantes. Voilà, on est dans un moment de vie dans notre humanité où le mental est très présent, les peurs aussi, les challenges aussi. Donc, c'est des très bons moyens de venir s'ancrer à certains endroits. Et moi, aujourd'hui, par exemple, je travaille avec la conscience de soi. C'est mon outil. Mais c'est pas un outil, c'est juste en fait la capacité de tourner le regard sur soi. Alors, il y a plein d'outils, comme tu l'as dit, qui arrivent et c'est des choses qui peuvent être dangereux parce que les gens peuvent s'identifier et devenir dépendants à des outils, de devenir dépendants à des choses extérieures à soi. Et je pense que dans un moment du parcours, c'est très important d'avoir ça. C'est très important parce que les outils vont nous permettre de trouver un moyen de tester plein de choses pour, c'est des petits subterfuges un petit peu pour permettre d'avoir des supports et puis avancer. Mais je pense que c'est important de se reconnecter au fait que tous ces outils-là n'ont pour but que d'être là durant un moment du parcours et qu'idéalement, on puisse être pleinement autonome dans notre capacité à se connecter à nous. Moi, j'adore faire mes méditations avec mon mala, avec ma sauge, avec mes petits ganesh autour de moi, avec tous mes accessoires parce que ça vient m'emmener et j'aime ça. Mais si je suis en vacances, si je suis pas à la maison, je n'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de choses. Je suis capable, en fait, d'être complètement autonome en tant qu'être humain et en tant qu'énergie, complètement autonome dans ma capacité à l'amplifier, la réguler, la reconnaître, l'identifier, l'aimer, la libérer. Et c'est vraiment ça. Je pense qu'on est des êtres créateurs. Nous-mêmes, on se suffit à nous-mêmes. Mais comme on le voit, et que ce soit dans le business aussi, ou peu importe, on a besoin à un moment donné de tuteurs pour se calibrer, pour nous accompagner sur ce chemin-là. Mais ce qui est important, c'est que là où il faut regarder, c'est est-ce que je suis dépendante de ces choses-là? Est-ce que sans ça, je peux être autre chose? Moi, je déménage. Chez moi, il y a juste mon setup qui est là. Le reste, c'est la guerre, c'est tout en carton. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de déco, plus rien sur les murs. Je n'ai plus rien. Je pourrais être vraiment déstabilisée parce que j'ai plus tous mes gris-gris, j'ai plus tous mes points de référence, j'ai plus tout ça. Et pour autant, c'est là que je me rends compte plus que jamais qu'en fait, à moi-même, je suis complètement suffisante et j'ai développé suffisamment ma capacité de conscience de moi-même, de connexion à moi-même pour pouvoir être, même sans rien, dans un espace vide ou à l'extérieur, capable de pouvoir faire tout ça, même sans bouquin pour écrire. Bien que j'aime écrire, et j'écris encore aujourd'hui. Mais l'écriture, même sans l'écriture, j'ai pas de stylo, j'ai pas de cahier, je suis capable de tourner mon regard sur moi-même. Et bien évidemment, l'objectif, c'est pas de culpabiliser les personnes qui ont besoin de ces outils-là. C'est juste que moi, je suis en train de parler de l'endroit où je suis sur mon parcours et ce en quoi je crois. Donc voilà, je mesure aussi tout ça parce que je sais qu'évidemment, des outils sont aussi utiles et fort heureusement, on a ces outils pour permettre d'emmener les personnes sur ce chemin-là. Merci pour ton partage et c'est vrai que oui, voilà, c'est des outils, c'est pas une fin en soi et c'est ok si on en a besoin, si on a besoin de les utiliser et qui nous aident aujourd'hui, c'est aussi là pour ça, donc ouais. Absolument. J'ai envie de te poser une dernière question, ça fera un peu office de conclusion. Tu parles beaucoup sur ton compte un peu d'un nouveau paradigme de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu et expliquer toi ta vision des choses par rapport à ça du coup? Oui, alors ce nouveau paradigme, c'est un mot qu'on retrouve beaucoup dans l'entrepreneuriat. Ça veut dire pour moi aussi entreprendre autrement. Le nouveau paradigme, ce serait comment on peut finalement aller vers un marketing qui soit plus intègre, des stratégies plus authentiques où vraiment on vient remettre de l'humain. C'est-à-dire qu'on vient remettre de la confiance en nous, mais de la confiance aussi au marché. Et comment aujourd'hui on peut, tout en adoptant un mode de fonctionnement différent, beaucoup plus respectueux de soi, comment on peut emmener du résultat. On a été sur des idéologies en business qui ont toujours été très marquées dans le marketing, on va dire, toutes ces stratégies très fortes. Tu sais, ce paradigme de il faut travailler dur pour réussir, travailler plus pour gagner plus, il faut faire plus pour avoir plus. Il y a eu toute cette dynamique business qui a été très marquée. On voit qu'aujourd'hui, il y a plusieurs courants qui sont venus emmener autre chose, donc la polarité inverse, c'est-à-dire l'énergie. Mais pourquoi? Par rejet, tout simplement de ce qui existait. Le rejet a emmené aussi l'opposé. Mais moi, comme je dis toujours, je ne crois pas en l'extrême, je crois pas aux extrêmes, mais je crois en l'extrême complémentarité de toute chose. Et ce nouveau paradigme, c'est comment on ne rejette rien
et comment on se réapproprie tout. Et le nouveau paradigme, pour moi, c'est ça, c'est on peut être spirituel et performante. On peut vouloir gagner beaucoup d'argent, ce qui est le cas pour moi, et pour autant ne pas perdre sa contribution. On peut s'enrichir sans démunir les gens. Tu vois, c'est un peu ce truc de... On n'est pas obligé de s'enrichir en appauvrissant les gens. Comment on peut ramener, en fait, une manière plus consciente de travailler dans le respect et l'écologie de tout le monde. Donc, ça va être évidemment d'ouvrir sa conscience entrepreneuriale pour s'ouvrir aux stratégies, au marketing, à certaines méthodes qui, pour moi, sont obligatoires. Moi, aujourd'hui, elles sont simples parce que j'ai quand même 15 ans derrière, mais aujourd'hui, un entrepreneur qui démarre, qui ne développe pas sa conscience entrepreneuriale, sa conscience des cases et des stratégies, est voué à l'échec parce qu'on a besoin, on a une entreprise qui est censée générer de l'argent. Donc, il y a certaines méthodes. Mais comment on injecte aussi de l'amour là-dedans? Comment on peut vraiment venir dans cet équilibre-là? Et je pense que le nouveau paradigme aujourd'hui, c'est de se libérer de « il faut travailler dur, plus fort », il faut s'épuiser, il faut faire plus. Et comment on rééquilibre quelque chose où on peut avoir plus d'espace, plus de temps, même plus d'argent, plus de bonheur, et ne rien perdre à côté. On peut tout avoir dans l'équilibre justement de ce degré de confort et challenge, ce degré de yin et de yang, ce degré d'amour, de connexion et de performance, d'évolution. Le nouveau paradigme, comme je le vois, c'est celui-là. Alors évidemment, ça demande de revenir en écologie sur nous, nos énergies, donc dans le respect de soi. Et forcément, ça demande de ne pas adhérer à des stratégies qui sont dans l'agressivité ou la maltraitance pour vendre ou pour communiquer. Donc, ça demande de se mettre vraiment dans un équilibre où, je vais être très honnête, aujourd'hui, c'est un vrai challenge pour nous, les entrepreneurs qui prenons la voie du centre, parce qu'automatiquement, il y a de plus en plus de monde avec beaucoup plus d'agressivité, plus d'informations, plus de contenu, je fais plus. Donc, les gens voient ce plus et sont très exposés à ce plus. Donc, nous, on est là et on continue à se maintenir dans nos valeurs. Non, on lâche pas, non, on continue de prôner l'amour, on continue de prôner le respect, on continue de contribuer, on continue ce message-là, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui va se banaliser, va être beaucoup plus accessible et compréhensible dans quelques années. Mais aujourd'hui, on a quand même un rôle d'avant-gardiste, j'ai envie de dire, où on n'est pas la majorité des entrepreneurs n'œuvrent pas depuis ce paradigme-là. Donc, à nous qui sommes fort heureusement plusieurs dans cette démarche où on s'écarte de l'agressivité, on s'écarte de toutes ces choses qui peuvent venir maltraiter pour revenir à quelque chose de plus doux, de plus respectueux. Donc, c'est un vrai challenge parce qu'encore une fois, je le dis, il y a beaucoup de monde qui arrive avec de la très grosse promesse, des mauvaises intentions, beaucoup de gens, parce que la peur fait, et le contexte économique fait que y a des gens qui cherchent des opportunités, donc qui sont des très bons marketeurs, mais qu'à côté, il n'y a rien. Donc, des gens qui achètent ça, qui se retrouvent lésés. On a un marché qui évolue où aujourd'hui, ce nouveau paradigme demande du courage, demande de la foi, demande de l'engagement, parce que bien évidemment, il y aurait des tas de moyens de rendre ça pas plus facile, mais d'être plus offensif sur le marché. Et pour autant, ce nouveau paradigme, c'est comment justement on met moins de force, comment on met moins de force en fait dans tout ça, mais que pour autant on crée notre propre progression croissante. Donc, c'est un peu un équilibre de l'intérieur vers l'extérieur, de l'énergie vers la matière et du soi connecté à l'autre. Donc, c'est un positionnement fort et c'est un positionnement qui doit partir des valeurs et non pas juste d'une stratégie parce que ça ne fonctionnera pas, parce que à cet endroit, ça demande d'être un petit peu, comme je disais, avant-gardiste, pionnier dans cette démarche-là pour emmener quelque chose de plus grand, on va dire, au monde. Mmh. Je ne sais pas si ça répond à ta question, si c'est plus clair pour toi, ce paradigme. Si, ça répond à ma question et je trouve que c'est aussi ce que j'observe et je suis ravie d'observer la force avec laquelle tu en parles et la conviction avec laquelle tu en parles parce que je trouve que ça donne aussi beaucoup d'espoir en fait pour justement toutes ces personnes aussi comme moi, comme toi qui ont ce désir de contribuer plus fort en fait que ce désir de faire de l'argent, avoir des stratégies et on s'en fout des humains qu'il y a derrière. C'est très porteur justement de savoir que le monde entre guillemets se réveille aussi de ce côté-là et de dire c'est possible en fait et on en a besoin tout autant parce que je pense pas, ça m'intéresse aussi d'avoir ton avis que justement ces personnes qui sont fortes dans le dur, dans la force, finalement derrière sont-elles heureuses, sont-elles ont-elles une santé mentale
épanouissante, c'est aussi à creuser derrière. Tu vois, peut-être que oui, ok, ils font du gros chiffre d'affaires, qu'ils aiment bien mettre des titres en rouge en mode voilà, si tu veux obtenir autant de CA par an, prends mon programme. Mais quand on creuse derrière, peut-être que voilà, ils n'ont pas cette Bah, qualité de vie aussi. Je sais pas. de par l'expérience que j'en ai, et moi, j'ai une valeur très forte aussi, apprentissage, comme je te disais tout à l'heure. Donc, je suis dans beaucoup d'environnements. J'ai investi très vite dès le départ. Donc, j'ai été vraiment au contact d'une multitude d'entrepreneurs et j'ai investi à des degrés élevés dans des grands masterminds. Donc, j'ai pu voir un peu comment ça se passait, on va dire, en arrière-plan, en back-office, un petit peu des grosses entreprises, des machines à formation, à machin, à tout ça. Et je pense vraiment, et c'est ça aussi ça a été un cadeau pour moi de voir ça, parce que je me suis dit que déjà, je voulais pas ça. Bien sûr que si on travaille plus fort, on va avoir plus de résultats. Faut être honnête, hein, si on publie 15 fois par jour, si on crée 10 000 webinaires, si on est tous les jours à cet endroit, tous les jours ici, tous les jours machin, bien évidemment que la matière va répondre à ça. Par contre, effectivement, combien de temps l'humain derrière tient? Et ça, c'est une vraie question. Moi, encore une fois, c'est le côté un peu business, c'est moi faire du cash d'un coup, un coup de poker, même si j'adore jouer au poker, un coup, ça m'intéresse pas. Parce que idéalement, je veux construire ma vie comme je suis en train de la construire là. C'est-à-dire, j'ai pas envie de quelque chose d'éphémère. J'ai pas envie de quelque chose à court terme. J'ai pas envie d'avoir un coup de jackpot ce mois-ci. Et puis, si on lisse ça sur les 20 prochaines années, en fait, c'est que dalle. Donc, qu'est-ce que je veux créer pour moi dans la durée? Et à ce moment-là, c'est là qu'on voit que du point de vue de l'écologie intérieure, c'est pas efficient. Pourquoi? Parce que la plupart des exemples qu'on a aujourd'hui, je pense que les gens qui nous regardent, s'ils sont depuis suffisamment de temps sur les réseaux, le voient. Toutes les personnes qui ont tapé fort, qui ont eu très fort d'un coup, à un moment donné, ils s'écartent. Et à un moment donné, ils reviennent parler de leur parcours, qui se sont épuisés, qu'ils ont adhéré à des stratégies qui étaient complètement maltraitantes, mais qu'à un moment donné, l'être humain et l'empreinte, on va dire, originelle qu'on peut avoir liée au manque, hein, parce que l'humain est un peu marqué au fer rouge avec ça, et bien à un moment donné, l'argent, l'appât du gain est plus fort. C'est ni bien ni mal, c'est juste un moment donné où qu'est-ce qu'on fait face à ça? Et bien sûr que ça fait tourner la tête quand un coup, on se retrouve avec des paiements qui arrivent de 1 000, 2 000, 3 000 euros par jour et qu'en un jour, on fait l'équivalent d'une année dans le salariat en termes de revenus. Bien sûr qu'à un moment, on peut se dire, mais en fait, je veux plus, parce qu'on est dans ce truc-là. Donc, on va taper plus fort. Mais sur la durée, sur la longueur, c'est là que ça va commencer à poser des problèmes. Donc, moi, je pense que c'est important de le prendre en compte. Oui, taper fort, ça va permettre plus d'action, va emmener à un moment donné à faire bouger la matière. Maintenant, est-ce que sur la durée, c'est ce qu'on veut? Comment on veut faire l'argent concret? Et moi, c'est toujours cette phrase que je dis, comment tu veux faire l'argent? Parce qu'on peut taper fort sur un mois. Par contre, le mois prochain, il va falloir que tu te reposes parce que tu auras tapé fort. Donc, en fait, si tu fais 10 000 ce mois-ci et 0 le mois prochain, déjà, on lisse sur le mois, ça fait 5 000, 5 000. Donc, on est déjà plus aux 10 000. Puis, si en fait, tu as du mal à revenir le troisième mois et tu vas venir un tout petit peu, tu vas peut-être faire 1 000. Donc, si on lisse 11 000 sur 3 mois, tu vois, donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas assez communiqué, cet épuisement. Et moi, pour être de l'autre côté, je le vois beaucoup. Et même pour moi, je le vois. Hein. Je m'auto-régule parce qu'il y a des moments où, effectivement, je me dis, ah non, là, il y a peut-être besoin de revenir et on remet à l'équilibre. Mais il y a énormément de maltraitance dans l'entrepreneuriat. Il y a énormément de souffrance derrière. Et effectivement, la plupart finissent par ou partir dans l'inverse parce qu'ils ne peuvent plus, parce qu'ils ne peuvent plus tenir ça, parce que ça demande beaucoup, parce que énergétiquement, bien qu'on fasse partie d'un tout, on est un petit corps énergétique. Ça demande beaucoup d'être présent sur les réseaux, d'être plus là, de plus d'action. Et à un moment donné, chaque être humain a besoin de nourrir aussi autre chose dans l'équilibre de soi. Donc, effectivement, c'est un paramètre à prendre en compte qui n'est pas assez véhiculé, ce danger-là de se perdre en fait dans ce monde-là. Et c'est important d'en parler aussi parce que ça arrive bien, bien, bien plus qu'on imagine les burn-out dans nos industries et les entrepreneurs à succès qui pètent un plomb en vol. Alors après, par compulsion, ils ont 10 coachs, ils dépensent tout l'argent qu'ils gagnent parce que finalement, ils ne l'ont pas eu dans l'amour et ça a des répercussions qui sont pas super saines pour l'humain derrière. Donc, je pense qu'une vraie réussite pour moi, quand je parle de réussite, c'est quand la réussite est équilibrée. C'est-à-dire que la réussite, c'est le moment où on arrive à atteindre un certain degré de performance, peut-être pour soi
à son niveau personnel qu'on désire, hein, mais dans une réussite financière, matérielle et on va dire tangible, qui soit proportionnelle et qui suit une courbe, on va dire, parallèle à l'épanouissement personnel. Quand on est dans ce degré-là, je pense qu'on peut dire que la réussite et le succès est sain et beau. En dehors de ça, faire beaucoup de fric, pour moi, s'il n'y a pas la nourriture, on va dire, humaine, pour moi, c'est pas vraiment une réussite dans mon prisme et mes croyances. Et puis, juste faire sa passion et être trop content de le faire, mais sans avoir finalement le retour en termes de résultats, c'est génial, tu fais ta passion, mais est-ce que pour autant... Alors après, c'est voilà, selon le système de croyance de chacun, mais professionnellement, une réussite, pour moi, elle est complète quand elle est dans l'alliance de l'épanouissement personnel et l'accomplissement professionnel. Eh ben, merci beaucoup parce que je pense que ça donne plein de belles clés pratiques aussi pour celles et ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. N'hésitez pas à revenir en arrière, noter les questions et y répondre parce que je pense que ça peut déjà être des bonnes bases et de mettre ça aussi en lumière, quoi, que l'entrepreneuriat, c'est pas un métier de rêve où tout le monde s'épanouit, où c'est la liberté. Voilà, le Graal de la liberté, c'est un métier comme un autre qui a aussi, voilà, ses avantages, ses inconvénients et qui nous demande peut-être encore plus de challenge humain parce que du coup ça repose sur nos épaules et au-delà, voilà, comme tu l'as dit aussi, au-delà d'exercer notre passion, ça nous demande aussi d'avoir ce rôle de chef d'entreprise finalement et les deux sont à mettre en équilibre. Donc merci beaucoup pour ce partage et pour ton expérience aussi qui reflète bien voilà, la recherche de cet équilibre. Donc merci. Merci à toi. Je suis très contente d'avoir partagé sur ça et ce que tu dis, je pense que c'est hyper important. La notion de métier, c'est un vrai métier. Notre passion, notre engagement, la foi que l'on a par rapport à certaines pratiques ou envie de transmettre, c'est une passion qui doit s'infuser dans une structure qui est l'entreprise. Et c'est un métier. Moi, aujourd'hui, je suis avec toi, je passe un moment terriblement agréable et je pourrais parler des heures. C'est mon métier aussi. Ça appartient à une entreprise, ça appartient à une structure qui génère de l'argent parce qu'une entreprise génère de l'argent. Parfois, sur les réseaux, certains peuvent, comme tu dis, cultiver une sorte de fantasme, d'illusion et perdent en fait ça, cette conscience entrepreneuriale, cette capacité à pouvoir développer cette intelligence entrepreneuriale. Et c'est un métier, je pense que c'est important et tu le rappelles et j'adore et je ne le dis pas assez souvent sous cette forme-là, mais effectivement, nous faisons un métier qui est une passion, où on n'a pas l'impression de travailler, mais ça reste un métier quand même sur lequel on doit emmener de la conscience à ce niveau-là et à cet endroit-là et être prêt à effectivement prendre ce métier-là aussi à bras-le-corps avec cette conscience-là. Oui, c'est ça. Et puis derrière, ça nous demande aussi de nous donner ce putain de droit, j'ai envie de le dire comme ça, de réussir finalement et de dire, ok, je fais mon job. À un moment, voilà, on a peut-être tendance justement quand on est dans cette passion, et je le dis aussi en écho à mon parcours, de se reposer sur nos acquis, de dire, c'est chouette, je fais ce qui me plaît. Mais d'un autre côté, fais ton job aussi, quoi. Exactement. Ça fait partie de la conscience. Moi, j'aime bien parler de conscience multiple, la conscience de soi, la conscience financière, la conscience entrepreneuriale. C'est des pôles à développer, à intégrer au même degré, en fait. Et à un moment donné, effectivement, comme tu le dis, moi, je suis bien. Aujourd'hui, j'ai un message. Aujourd'hui, j'ai envie de dire ça. Aujourd'hui, j'ai envie de dire ça. Et puis, mais je comprends pas, ça fonctionne pas. Donc, à un moment, quand on est complètement déconnecté de cette notion, comme tu dis, de métier, OK, comment j'intègre ça à quelque chose de plus grand? Comment je choisis de le faire? C'est la conscience entrepreneuriale, c'est avoir cette vision large de notre industrie, de notre métier, de l'endroit où on se trouve, de cette conscience financière qui est importante. L'argent, c'est pas juste manquer l'abondance. C'est pas juste ça. Quand on est chef d'entreprise, on appelle ça la conscience financière, c'est comment on a aussi des stratégies financières sur lesquelles reposent nos services. Enfin, tu vois, il y a tout ce truc-là, c'est pas justement quelle abondance. Je suis dans le manque, je vais aller dans l'abondance. Je comprends pas, j'arrive pas à faire 10 millions, mais en même temps, j'ai un service qui coûte 30 € et je travaille à l'heure. Voilà, tu vois, c'est comment, en fait, on met le lien dans tout ça. Et c'est ça le nouveau paradigme. C'est comment on met le lien au milieu des parts passionnées, subtiles, énergétiques, tout ça. Et comment on met, parce que forcément, quand on n'est pas dans l'équilibre, à un moment donné, la matière, elle nous renvoie, très clairement. Je veux dire, il n'y a pas de bien ou mal ou de mauvaise personne, il y a juste regarde ce qui se passe dans la matière. Est-ce que c'est la correspondance de ce que tu veux créer? Est-ce que c'est la correspondance de ce que tu fais? Enfin, il y a tous ces endroits-là qui sont assez intéressants à regarder aussi.
Encore plein de beaux paramètres aussi à évaluer. C'est bien, on peut faire une introspection en même temps que cette interview. J'adore. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander d'inviter sur ce podcast pour venir aussi échanger avec potentiellement un public de jeunes entrepreneurs qui ont envie d'entreprendre ou qui sont déjà lancés? J'aurais plein de personnes. Qui est-ce que je peux te dire? Mon amie Julie, alias Doudou, un peu ma binôme de parcours depuis le début, qui est spécialisée dans le HD et qui prône aussi ces valeurs-là. Donc, Jérémy Coleman aussi, avec qui j'ai fait une interview, qui a un pôle un peu plus young, mais un avis tout aussi intéressant dans le développement entrepreneurial. Julien Musi, évidemment. Voilà, je t'en donne plusieurs, comme ça, pas de jaloux, on ne dira pas que... Julien Musi, que j'aime beaucoup, auprès de qui je me suis formée notamment pour le rééquilibrage des perceptions et l'accompagnement de l'humain. Là, comme ça, spontanément, voilà les 3 personnes qui seraient sympas de voir sur ton podcast, en tout cas pour moi. 3 belles personnes, merci beaucoup. Eh bien, écoute Marie, je suis vraiment ravie de t'avoir reçue. Merci beaucoup pour ton temps et tous tes partages. C'est hyper enrichissant et vraiment, je suis tout aussi nourrie de cet échange. Donc, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir reçue, d'avoir pris le temps et d'avoir aussi bien rythmé cet échange. Je me suis régalée. J'espère que cet épisode aura éclairé ton chemin. Je serai heureuse d'en lire ton retour sur Insta, en commentaire sur YouTube ou Apple Podcast. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter sur 5 étoiles. Ça lui donnera davantage de visibilité et donc plus de monde pourra en profiter. Faisons rayonner le monde. Et surtout, retiens que la force est en toi.